un parcours complètement dingue entre l'économie, le spectacle. Enfin, c'est absolument fou. Tu as publié aussi un livre de photos avec. Enfin, tu as écrit les textes pour les photos de Yang Wang sur la danse, qui est superbe aussi. Et voilà, là on se retrouve en 86 à peu près, en Bulgarie. Et puis il y a Alba. Alba, elle a 17 ans. Et elle va rencontrer Geo, qui en a 55, c'est un ancien du KGB, qui a écrit un rapport sur le communisme, pour justement refaire un peu ce communisme qui chute. Ils vont se rencontrer dans un hôpital du gouvernement, complètement. C'est quand même un hasard, parce qu'elle n'a rien à faire là, elle. Tu peux nous raconter ton livre? J'adorerais le faire, mais je préfère vraiment que ce soit toi. Merci en tout cas pour l'invitation. Je ne sais pas si je sais raconter le livre, puisqu'il y a une grande énergie qui est déjà donnée pour l'écrire. Mais en tout cas, la rencontre, le retour sur cette période m'était nécessaire. D'abord, parce que je me rendais compte qu'ici, on me racontait une vie que je n'ai pas eue. J'ai l'impression qu'après Staline et Khrouchtchev, les pays de l'Est se sont gelés. Enfin, ils ont été congelés et il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de vie. Et je n'ai pas vécu le totalitarisme tel qu'on me le raconte ici. Donc j'ai eu vraiment besoin de prendre la voix de ça. Et puis, d'autre part, cette présence de la langue française dans la mémoire des pays de l'Est, en tout cas en Bulgarie, qui est une voix de la liberté. Et ça reste ce fantasme en moi, il restera toujours. C'est une confidence peut-être de dire, ou pas, mais je suis tombée amoureuse du français. Et il m'a fallu une autorisation, je ne sais pas d'où, pour m'en emparer et essayer de raconter ce que peut-être était plus proche de l'expérience de l'autre côté du mur, revenir, le raconter et le relier avec aujourd'hui. Puisque la chute du mur de Berlin est assez bien relatée, c'est un événement qu'on célèbre chaque année de façon très disciplinée, mais on ne sait pas du tout comment il est tombé, pourquoi il est... Enfin, moi, je suis partie juste avant la chute, personne ne pouvait imaginer qu'il allait tomber. Donc, j'avais besoin aussi de revenir sur cette période-là. Ouais. Alba aussi ne savait pas que ce mur allait tomber, et du coup, tu nous racontes ces mois, ces moments qu'elle passe, elle, avec Géo, qu'elle va rencontrer dans cet hôpital du gouvernement. Enfermé. Complètement enfermé. Et puis, eux, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre, et du coup, s'ouvrir à un amour qui est devenu passionnel entre les deux, et en même temps, un amour de la vie. Elle va... Tu parles de transfusion, des fois. Je t'ai entendu parler de transfusion entre ces deux personnages. Parle-nous un peu de ce lien qu'ils ont entre eux et vers où ils vont, en fait. Le lien entre eux est un lien de la force d'un sentiment amoureux qui vous dépasse. Ils ne sont pas censés s'aimer. Alba n'est pas censé être dans le milieu de privilégiés extrêmement fermé des apparatchiks de Politburo. Et naît quelque chose entre deux êtres, une véritable rencontre d'abord, humainement, et puis une initiation pour les deux, certainement. Et toute cette narration, toute cette rencontre se vit à travers leur corps et à travers l'interrogation aussi de la mémoire, de la marche. Comment on ne renonce pas à continuer la marche. Alba souffre d'une paralysie motrice et Géo est un grand apparatchik qui souffre de trop de mémoire. Et donc lui, il rentre dans cet hôpital pour se faire pratiquer ce qu'on faisait avant, le choc électrique, électrochoc, et pour effacer, pour apaiser la mémoire. Quelle était la mémoire qui le faisait souffrir? On le comprend peut-être un petit peu, mais c'est surtout quelqu'un qui rencontre cette jeune femme à un moment où il veut être porteur de la troisième voie. Je ne suis pas sûre qu'ici, on a beaucoup parlé de la troisième voie, qu'on sache ce que c'est cette réflexion qui était menée sur le décloisonnement politique, du monopole politique, et la conservation d'une troisième façon de gérer la vie économique répartie entre
la propriété privée. Et d'ailleurs, ça a été évoqué ce matin par le directeur du lieu. C'est exactement ça, trouver cette troisième voie de synergie et d'énergie qui maintient la marche. Tu parles d'énergie, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, entre ces deux êtres, il y a énormément de choses. Et puis, elle avance, elle grandit, alors que lui, il commence à s'assombrir. Il y a quelque chose, il y a une force comme ça qui le pèse et du coup qui va peser leur relation amoureuse. Mais ton livre, il s'appelle « Nous dînerons en français ». Encore ton amour pour la langue française, et tu voulais avancer ça aussi, toi, à travers ces deux personnages. Mais c'était un peu le cœur de ce projet littéraire. J'ai eu envie, vous l'entendez, mon accent, j'ai eu envie de ne pas écrire comme on doit écrire venant des pays de l'Est. Il y a toujours le cliché que nous sommes doués pour les langues, et je ne sais pas quoi, nous sommes doués pour nous adapter, ça c'est sûr. Aimant la littérature, j'ai appris le français par le français facile, en lisant les classiques, 2000 mots, 2500 mots, 3000, et à 4500, j'étais déjà à l'université, ce qui était superbe. Mais j'ai voulu vraiment, c'est peut-être pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la création littéraire, qui n'est pas le cas des autres livres, c'était pour pouvoir avoir suffisamment de distance et recul pour pouvoir transmettre cette transfusion des langues, non pas la traduction de bulgare en français d'une histoire, mais garder l'accent dans l'écriture. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a passionnée dans le travail du livre. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très fort, j'ai senti un écho, même si tu écris en français, ce n'est pas ta langue maternelle, et ton écho est complètement autre, il va bien au-delà des frontières. C'est un exercice que tu as réussi, moi je pense, remarquablement bien, très très bien. Et dans Nous dînerons en français, je reviens à cette question, on se perd un peu, mais c'est pas grave. Tu sais, voilà, ils avancent ensemble aussi dans ce projet de revendiquer un communisme qui chute, et ils vont devoir partir, ils vont devoir s'en aller, ils vont devoir prendre d'autres chemins. Parle-nous de ces chemins qu'ils entreprennent dans ton roman. Le chemin de la jeune Alba, c'est d'abord de retrouver la marche, c'est ce qu'elle réussit. Et puis ensuite, c'est prendre un train et arriver à Paris. Et retrouver en fait un juste milieu entre les deux réels qui se mélangent, le réel de son propre vécu, le réel du vécu engagé vers un nouveau pays, nouvelle langue, nouveau régime économique. Et c'est là où elle s'aperçoit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup amusé, c'est que malgré tout, le plan quinquennal des communistes n'était pas aussi perfectionné pour bien construire le mur. Il était fissuré, ce mur. Nous, on regardait des films de Kubrick, Orange Mécanique était de l'autre côté du mur, La Guerre des Étoiles était de l'autre côté du mur, Woody Allen était aussi venu par les fissures. Et lorsque je suis venue ici, et notamment lorsque je fais venir aussi Alba, je m'inspire de cette expérience d'étonnement de voir combien les 17 instants de printemps, qui est un autre James Bond de l'Est, n'a jamais pu passer de l'autre côté. Je me dis, oui, les capitalistes savent construire mieux les murs, peut-être. À la fin de ton roman, tu nous mets justement le rapport de Gouaillot. C'était important pour toi de mettre ce rapport-là, en fait, parce que la langue, elle change complètement, ça devient très strict, on s'appelle camarade. Et parle-nous un peu justement de cette annexe-là qui est assez dingue, en fait, dans ton roman. C'est vrai que c'était très important pour moi de pouvoir introduire un récit qui est vraiment romanesque, d'une langue littéraire, enfin, qui m'est chère, et ensuite pouvoir prendre cette distance d'un autre point de vue et joindre et inviter le lecteur sans l'obliger. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais enfin le rapport, il est sur un autre... il est un peu à part, oui. Et il est à la fin du roman, pour la simple raison qu'on peut ne pas lire le rapport tout en lisant le roman. Mais il était important de travailler sur cette langue précisément.
Et là, c'est le seul passage du livre que je n'ai pas pu écrire directement en français. J'étais obligée, j'ai commencé en français et je suis tombée dans la langue du bois des politiques français. C'était très empathique, c'était élevé, mais c'était l'Assemblée nationale ici à Paris. Et donc j'étais obligée de tout déchirer et je me suis farci plus de 1600 pages de rapports réels, des archives. J'ai écrit tout en bulgare et là, je peux dire et partager avec vous, mais corporellement, il y avait un problème. Et ensuite, j'ai retraduit en français ce passage. Mais pourquoi il est important, ce rapport, en tout cas pour moi, je me tape 1600 pages comme de rapport, cette pensée a vraiment existé. C'est un rapport, c'est un faux, je l'assume, mais cette réflexion a existé. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a une interdiction d'une certaine réflexion sur la société, comme si il y a un nouveau totalitarisme, mais je dirais un New Age totalitarisme de dispersion. Et donc les résistances sont dispersées. Le dictateur, on ne le voit pas, il ne peut pas venir monopoliser tous les mécontentements. Et donc, il y a un manque de puissance dans le renversement de ce type de totalitarisme nouveau, qui n'est pas vertical, qui est un peu comme ça. Merci à toi, Alvena. 10 minutes, c'est court. Dommage. Bon, merci à vous et puis bonne lecture.